Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Windows, Microsoft, Xbox. Pour cet épisode 44, j'ai le plaisir d'avoir mon camarade Richard avec moi. Salut Richard. Salut, 44, t'es sûr 224, j'ai dit quoi? T'as dit 44, pourquoi pas, hein. D'accord. C'est pas grave. Bon bah écoute, non, c'était l'épisode 224. Tu vois, j'avais un 2, j'avais un 4, mais j'avais le désordre. Bon, ça va toi? Oui, ça va bien, ouais. Bon, pas trop de soleil? Non, pas trop de soleil, mais bon, ça va, et il fait suffisamment bon pour qu'on profite un petit peu du jardin. D'accord, parfait. Je te propose aujourd'hui de commencer avec une première partie dédiée à Windows 11 quasi exclusivement. On continue ensuite sur du Microsoft de manière un peu plus générale avant de glisser sur les jeux? Oui, parfait. Ah ok. Allez, bien alors c'est parti. Alors on va commencer avec quelques petites informations qui vont aller assez vite. C'est encore peu de choses, mais dans un webcast américain, on a pu voir des références à la future version de Microsoft Sun Valley 3. Donc Sun Valley 2 n'est pas encore sorti et déjà la version 3 est en préparation. Alors, est-ce que c'est le gage d'après toi, Richard, d'une continuité de fonctionnement entre ce qu'il existe aujourd'hui sur Windows 11 ? Un petit peu comme on avait pu connaître sur Windows 10 à l'époque, avec des versions qui évoluent petit à petit au fur et à mesure de l'évolution de Windows 11. De toute façon, c'est sûr qu'au moment où ils sont en train de travailler sur la version N, il y a déjà des gens qui commencent à travailler sur la version N+1, voire même sur la version N+2. C'est un cycle normal de développement de Windows et de toutes les applications chez Microsoft. Donc, que la seule information entre guillemets, c'est que effectivement, c'est toujours le même nom. Donc, effectivement, on peut penser qu'il y a une continuité et qu'on est parti pour avoir Windows 11 au moins pour jusqu'à la fin de l'année 2023. D'accord. Ok. Et alors, ce qu'on peut en penser de cette continuité, c'est peut-être de voir une intégration plus poussée au niveau de Teams dans Windows. Alors, moi, j'avais une vraie question, c'est est-ce que... Alors, j'aurais aimé que Florian soit là aussi, hein, mais est-ce que vous l'utilisez en dehors de Lifetile? Moi, personnellement, je trouve que c'est un outil qui marche très bien, mais je ne l'utilise que pour Lifetile. Toi, tu l'utilises professionnellement, peut-être? Alors moi je l'utilise professionnellement et une chose qui est sûre, c'est que professionnellement, enfin tous les professionnels utilisent Teams de façon assez intensive. Par contre, ils n'utilisent pas le truc qui s'appelle Conversation qui est intégré à l'intérieur de Windows 11. Maintenant, on sait que bientôt on va pouvoir avoir la version Teams professionnelle intégrée, accessible via le Teams de Windows 11. Donc là, ce sera déjà un gros plus. Après, monsieur et madame Michu, je ne sais pas s'ils utilisent ça. Après, qu'est-ce qu'ils utilisent comme outil de conversation, quoi? Ben c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de Discord, de WhatsApp, de choses comme ça. Ah ouais, ça c'est sûr, oui. Et peut-être encore du Skype, peut-être plus qu'on ne le croit. Non, mais moi je vois, toutes les personnes que je connais, dès qu'il y a quelque chose qui est en dehors du travail, effectivement WhatsApp est quand même majoritaire, quoi. Parce qu'il est présent et très accessible sur les smartphones. Bah, il est arrivé à un moment où il y avait de la place et il a pris cette place et depuis il continue à être quand même un gros acteur du marché. Oui, absolument. Voilà. Peut-être qu'avec cette évolution de Windows 11, j'y reviens, on aurait plus de cloud PC qui serait mis à disposition. Peut-être encore quelque chose plus orienté pour les pros. C'est une possibilité. Je sais pas ce que t'en dis. J'ai pas trop compris ce que tu voulais dire. Alors, je disais que peut-être que l'évolution de Windows 11 amènera les gens à utiliser le cloud PC, tu sais, les ordinateurs virtuels que Microsoft propose pour l'instant à destination des professionnels. Oui. Où tu te connectes et tu as ta machine à distance, où tu peux avoir certains programmes, certaines fonctionnalités que tu n'as pas sur ta machine. Donc ça a quand même l'avantage de pouvoir être nomade plus facilement.
de manière assez légère. Après, est-ce qu'on pourrait imaginer des utilisations pour monsieur et madame tout le monde qui seraient comme ça, qui pousseraient à souscrire un service Microsoft? Je sais pas, il y a qu'à voir le... Ouais, je sais pas. Franchement, pourquoi pas, mais j'ai vraiment absolument aucune idée. Il y a qu'à voir un peu le succès des Chromebooks, bon, qui ont plus de succès aux États-Unis qu'en France. Donc les cloud PC, ça va encore plus loin. C'est encore un concept qui est très jeune, quoi. Donc il va falloir attendre de voir ce que ça peut donner. Ouais, mais moi je pose la question parce que j'ai l'impression que vraiment Microsoft repart sur le fabricant de services, et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils sont plus en train de se réorienter vraiment sur faire du chiffre avec les services qu'ils proposent aux utilisateurs. En dehors de Windows, j'aurais presque envie de dire. Je sais pas. Voilà. Après, peut-être que ça pourrait être inclus dans Microsoft 365 aussi. Toutes les organisations sont possibles. Ouais. Bon allez, on va peut-être pas s'empesantir là-dessus, sur une petite information finalement, et on va passer à la barre de jeu pour aller plus vite. Alors, toi Richard, tu joues un petit peu quand même sur ton PC? Oui. Ouais. Et est-ce que tu trouves qu'il est long de lancer les jeux, d'accéder à l'icône de lancement du jeu? Alors, je t'avouerai que je joue via Steam. D'accord, ok. Donc tu lances ton launcher Steam et ensuite dans ton launcher tu lances le jeu. Voilà, oui. Alors je lance aussi quelques jeux sur le Xbox là, mais c'est plus via Steam, c'est vrai. D'accord. Bon, alors Microsoft en fait dans la version Insider de Windows 11 qui est sortie récemment a proposé une barre de jeu Xbox. Donc, une nouvelle fonctionnalité dans la barre de jeu Xbox. Vous avez d'un côté les 3 derniers jeux lancés, et de l'autre côté, vous avez les 3 derniers launchers de jeux utilisés. Donc toi, par exemple, tu pourrais faire simplement Windows G, ouvrir donc la Windows Game Bar, et tu cliquerais, hop, sur Steam, tu lances Steam, et pourquoi pas à l'avenir arriver à avoir un lien direct dans Steam, tu lancerais ton jeu que tu as ouvert récemment, si tu as envie de le continuer. Ah ouais, non, c'est pas mal. Ouais. C'est un peu dans le même esprit que ce qu'il y a pour. Alors, ça s'appelle plus MyPhone, là, c'est mon téléphone. Oui. Je cherche toujours votre téléphone, là. Mais... Ouais, et où maintenant tu peux accéder via la barre d'icônes, enfin la barre de tâches, directement aux applications de ton téléphone, des dernières applications de ton téléphone que tu as utilisées. C'est vrai. Donc c'est un petit peu dans le même esprit, c'est vrai que ça permet d'aller plus vite, quoi. Ben, oui, si tu joues régulièrement, c'est un raccourci qui est rapide, hein. Windows G pour lancer la Game Bar et hop, tu relances ton jeu. Donc c'est pas une grosse nouveauté, mais c'est une petite amélioration d'ergonomie qui est plutôt louable et à saluer. Ouais. Voilà. Alors s'il y a une limitation... Oui, vas-y. Non, je disais Windows G, moi je m'en sers uniquement pour quand je veux faire une capture d'écran, enfin une capture d'écran, une vidéo de l'écran, quoi. Ouais, d'accord. Bah écoute, là tu pourras, vu que tu connais le raccourci, tu pourras l'utiliser pour lancer tes jeux. Alors moi ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait une restriction par rapport à ça. Si vous êtes déjà dans un jeu et que vous faites Windows G, vous n'avez pas la possibilité de lancer les 3 derniers jeux ou les 3 derniers launchers. Il faut ressortir du jeu pour avoir ça qui apparaît dans la Game Bar. D'accord. Ouais, c'est un peu logique. Ben oui, je pense que ça part du principe que si tu es dans le jeu, tu as besoin des fonctionnalités de la Game Bar liées à la capture de jeu ou à la connaissance, par exemple, des ressources utilisées. Et voilà quoi. Bon, on va continuer cette fois-ci et puis on va parler d'actions suggérées. Qu'est-ce que c'est tout ça, Richard? Oui, c'est une news qui est apparue aujourd'hui là, sur et donc l'idée est relativement simple, c'est de permettre, imaginez que vous êtes dans votre navigateur ou dans un document quelconque, vous sélectionnez un numéro de téléphone et à ce moment-là, il y a une petite pop-up qui va apparaître, qui va vous proposer des actions que vous pouvez faire avec le texte que vous avez sélectionné. Donc par exemple, il va reconnaître que c'est un téléphone et donc il va vous proposer par exemple de l'appeler via Teams. Si vous sélectionnez un
email, il va vous proposer d'ouvrir Outlook et d'envoyer directement un email à la personne. Donc, alors, est-ce que tu sais, Richard, s'il te propose uniquement un outil et un outil Microsoft, ou est-ce qu'il te propose plusieurs outils qui sont capables de réaliser l'action ? Alors, il propose plusieurs outils. Pour l'instant, dans ce qui a été montré, c'est que les outils Microsoft. Ce qui est logique. Ça me fait penser un petit peu à ce qu'il y avait dans Windows 8 avec les histoires de partage. Tout à fait. De pouvoir partager. Et donc là, à ce moment-là, les applications pouvaient s'inscrire et dire s'il y a tel type de partage, on est là comme étant des potentiels receveurs de ce partage. Donc peut-être qu'ils vont l'ouvrir. Pour l'instant, on n'en sait rien, quoi. D'accord. Enfin, moi, j'en sais rien. Ouais, toi, oui, on n'en sait rien au niveau des infos, mais c'est un truc qui peut être assez sympa quand même à l'avenir pour gagner du temps aussi. Ouais. Des petites fonctionnalités qui arrivent, mais qui améliorent peut-être grandement l'autonomie. À voir comment s'intégrer après au final. Ouais, c'est comme la correction orthographique automatique que tu as un peu de partout, quoi, maintenant. C'est ça. Avec le grammar spelling, là aussi, qui marche sacrément bien. Ouais. Et par contre, il y a d'autres infos, là, on parlait de ça, qui sont liées à Office et à la build. Tu m'en parlerais un petit peu ? Oui, le 24 du 24 au 26 mai prochain, va avoir lieu la Microsoft Build. Bon, tu y vas ? Non. De toute façon, c'est offline. Enfin, c'est online. Ah oui, c'est en distanciel. Ouais, c'est en distanciel. Ils n'ont pas fait comme Google, là, cette semaine. Eux, ils sont restés encore en distanciel. Et donc, c'est une conférence qui est dédiée aux développeurs, pour les développeurs. Mais ça permet de voir un petit peu quelles sont les tendances de Microsoft et vers quoi Microsoft veut aller dans le futur. Et donc, si on regarde un petit peu l'agenda des sessions qui sont proposées, il y en a 250 sessions là, sur les 3 jours. Il y en a énormément qui sont consacrées à Teams, Microsoft Teams, donc qui montrent que c'est vraiment l'élément central pour Microsoft. Et on voit que il y a un SDK là, qui est paru hier, pas plus tard, ou cette semaine, bref. Et donc, il y a quelques jours. Voilà, il y a quelques jours, donc qui permet de partager ces onglets Teams, donc ces applications Teams, dans les autres applications Office. Donc, pour situer ce que ça fait exactement, c'est si vous regardez Outlook aujourd'hui, vous voyez que vous avez l'application To-Do qui est accessible à l'intérieur d'Outlook. Eh bien, les autres types d'onglets, donc s'il y a des personnes qui vont développer des onglets, des applications pour Teams, elles pourront apparaître non seulement dans Teams, mais également dans les autres applications, donc dans Outlook, dans Word, dans Excel, etc. Donc, est-ce qu'on en sait déjà un peu plus sur qu'est-ce qui va s'intégrer et quel choix on laisse à l'utilisateur ? De toute façon, pas encore, ou faut attendre la build, peut-être. Oui, il faudra attendre la build pour en savoir plus en détail, mais a priori, c'est n'importe quel type d'application pourra être disponible. Il y a une sorte de marketplace qui existe dans Teams où tu peux choisir les applications que tu veux intégrer. Et je pense que ce sera la même chose pour Outlook, pour Word, etc. Donc c'est à l'utilisateur on lui dira, vous avez la possibilité d'ajouter des applications. On clique dessus et là on a le store qui apparaît, le store des applications Teams, et puis on pourra le choisir, quoi. D'accord. Donc ça c'est un premier type pour montrer que les applications d'Office vont évoluer dans le sens où elles seront plus monotâches. Au début, Outlook, c'était pour envoyer des emails, mais maintenant, on peut gérer un calendrier, on peut gérer du to-do, et puis on pourra gérer des applications Teams. Tu peux aussi faire du OneNote. Tu peux faire aussi du OneNote. C'est vrai que tu es un champion de OneNote. Oui. Donc il y a cette mixité entre les différentes applications qui apparaît, et donc ils veulent aller encore plus loin, et il y a un produit qui a été présenté il y a quelques mois à Microsoft Ignite qui s'appelle Microsoft Loop, où là ils vont encore plus loin, parce que l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir partager des composants individuels qu'on pourra regrouper dans ce qu'on appelle des pages. Est-ce que tu peux préciser pour les auditeurs ce que c'est qu'un composant, s'il te plaît? Un composant, par exemple, c'est une zone de texte.
juste une petite zone de texte donc qui pourrait être partagée. Ça peut être un tableau. Tu peux dire, tiens, j'ai un tableau, je veux partager ce tableau. C'est un composant qu'on peut partager. Tu peux partager une liste, par exemple, de choses à faire ou ce genre de choses. Donc ces composants, tu peux les publier dans ta société. Hein. Là, pour l'instant, c'est véritablement dédié pour Microsoft 365. Et donc ces composants sont partagés. Et cette même zone de texte, on peut l'intégrer dans une conversation Teams, dans un document Word ou dans un email. Et comme elle est partagée, tout le monde peut interagir à l'intérieur de ce composant, de cette zone de texte par exemple, et peut rajouter du texte en collaboratif en temps réel. D'accord. Et donc quelqu'un qui tapera « il fait beau aujourd'hui » dans sa conversation Teams, une autre personne qui est dans un document Word où il y aura ce même composant verra « il fait beau » qui apparaît. Et puis il pourra rajouter « mais non, c'est pas vrai, tu mens » etc. Et ça peut être intégré aussi à l'intérieur d'un email. C'est-à-dire qu'un email, jusqu'à présent, c'est quelque chose qui est relativement statique. C'est-à-dire que tu reçois un texte et puis tu peux rien en faire de plus. Maintenant, il y a la possibilité de rajouter ce qu'on appelle des cartes, où là, il commence à y avoir de l'interaction. Et ben, cette zone de texte, tu peux la retrouver à l'intérieur de ton email. Donc, je vais prendre un exemple un petit peu plus parlant. La liste de courses avec madame. Donc, moi, je sais que là, par exemple, je suis allé faire des courses en Espagne là, ce matin. J'avais ma liste to-do que madame avait remplie et je regardais dans to-do ce qu'il fallait que j'achète. Je pouvais le compléter, etc. Donc, tu peux imaginer créer ton composant loop. Liste de courses, tu l'envoies par email à madame et elle, dans son email, elle va pouvoir compléter à l'intérieur de son email cette liste de courses. Elle peut en rajouter, etc. Et toi, tu le verras en temps réel. Toi, par exemple, tu peux dire que tu le visualises dans ton OneNote. Dans ton OneNote, tu as mis ce composant et tu vois en temps réel, madame, rajouter la liste de courses, n'oublie pas les patates, rajoute des tomates, etc. Et puis tu peux avoir ton fils qui fait la même chose dans une autre application, dans Excel ou ce genre de choses. Et pour avoir des choses un petit peu plus sophistiquées pour les entreprises, tu peux imaginer un tableau où il y a le chiffre d'affaires par zone, par secteur. Chaque chef de secteur va pouvoir interagir à l'intérieur et mettre ses résultats. Par exemple, tout ça dans une conversation Teams, la chose qui est naturelle. Donc, dans cette conversation Teams, il y a tous les chefs de secteur qui sont là et qui remplissent ce tableau. Et en même temps, il y a l'équipe marketing qui a intégré ce tableau quelque part à l'intérieur de leur présentation trimestrielle du résultat de l'entreprise. Et ils n'auront pas à faire un copier-coller, à partager, etc. Et tout ça se fait en temps réel et on voit l'historique des données, etc. D'accord, alors moi j'ai une question, ça paraît très bien comme ça. Est-ce qu'on peut bloquer le partage en lecture seule par exemple ? Par exemple, je suis un chef de secteur ou je suis le chef des chefs de secteur, je partage mes données avec l'équipe marketing, mais je ne veux pas qu'elle ait le droit de modifier les données. Oui, alors là on va rentrer un petit peu dans le détail technique. Il y a ça repose sur deux éléments fondamentaux. Ce composant, il est stocké dans un fichier qui est sur OneDrive. Donc, tu peux rajouter toutes les autorisations que tu veux sur ton fichier OneDrive comme tu fais d'habitude, quoi. Et la technologie qui est utilisée derrière, c'est Microsoft Fluid. Donc c'est le framework Microsoft Fluid, donc qui permet de faire cette interaction en temps réel entre les éléments. Et d'ailleurs, j'avais fait il y a 1 an ou 2, j'avais fait un meet-up là-dessus où je présentais un petit peu cette technologie. Enfin bon, c'est pas le sujet aujourd'hui de voir comment ça marche sous le capot, quoi. D'accord. Et donc ça m'amène à une deuxième question à laquelle tu as quand même déjà partiellement répondu. Qu'en est-il de la sécurité des données et de la possession des données ? Alors, tu dis que c'est stocké sur OneDrive, d'accord ? Donc on est 100% tributaire de l'outil Microsoft. Oui, c'est l'initiateur des données qui est propriétaire du fichier fluide.
c'est sur son OneDrive à lui. D'accord. Et c'est même pas sur le SharePoint d'équipe? Alors on peut peut-être imaginer que ce soit sur le SharePoint d'équipe. Alors tout ça, ce qu'il faut bien voir, c'est que tout le scénario que je t'ai démontré là, c'est ce vers quoi Microsoft veut tendre. D'accord. Pour l'instant, ce n'est utilisable que à l'intérieur des conversations Teams. D'accord, ok. Et des conversations Teams à l'intérieur de Microsoft 365. C'est-à-dire que oui. Si tu discutes avec quelqu'un qui n'est pas dans ton Active Directory, il pourra pas en profiter, quoi. D'accord, ouais, c'est pour l'instant encore assez restrictif, peut-être justement à cause de la gestion des données et de la sécurisation des données. Absolument, ouais. Ok, mais c'est intéressant tout ça, mais après ça pose plein de questions derrière sur à qui appartiennent les données. Vu que c'est Microsoft qui a ses lois américaines, tu sais que ce que tu laisses chez eux, finalement ça peut repartir aux États-Unis et être lu sans problème. Voilà, pour différentes raisons. Donc peut-être qu'on peut vouloir ne pas partager ce genre de choses. Oui, mais c'est comme ton document Word que tu as à l'intérieur de ton entreprise, que tu stockes dans ton SharePoint. C'est exactement la même chose. Oui, oui. Ah, mais c'est pour ça que je te demandais si on avait la possibilité, par exemple, d'avoir cette techno, mais qui soit stockée sur un serveur, par exemple, qui appartienne à l'entreprise. Où ça serait, tu vois, l'idée, ça serait que l'entreprise reste garante de la sécurité et de la possession des données et que les outils Microsoft communiquent entre eux, mais via ce serveur d'entreprise. Et comme ça garantit la pérennité et la sécurité des données et le fait que ça parte pas ailleurs de manière non voulue. Ouais, je pense pas que ce soit possible parce que ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, ça passe par un nouveau service qui est dans Azure, qui est les Azure Relay Fluid, là, donc qui permet de faire la communication en temps réel, et il y a un autre service qui permet de faire le stockage. Donc, d'accord, oui. Après, ça m'étonne pas ce que tu dis. Hein. Ça m'étonne pas. Mais j'aurais voulu savoir si c'était possible ou pas. Et a priori, non. Et ça s'entend. Bon, peut-être que je me trompe. Mais bon, pour l'instant, je pense pas, non. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Mais je trouve que ça reste quand même un outil qui peut être hyper intéressant. Par contre, pour la liste de courses, c'est hyper stressant parce que tu te dis, ça y est, je suis à la caisse et on m'en rajoute, il faut que je reparte faire les courses. Ah non, mais généralement, c'est juste après la caisse. Oui, sinon, t'es en train de payer, voilà. Bon, allez, on va laisser la caisse, on va laisser les courses et je te propose de passer à la partie numéro 2. On va parler un petit peu de Microsoft. Alors, cette fois-ci, avec Microsoft, on va parler d'un outil qui va sûrement être très prochainement intégré dans Edge. Pour l'instant, c'est... alors, en fait, je dis ça, mais je ne l'ai pas testé, donc il est fortement possible que ce soit arrivé dans la version ordinaire de Edge. Je ne sais pas, j'utilise la Canary. C'est le VPN intégré à Edge qui utilise les technos de chez Cloudflare. Donc, c'est le Microsoft Edge Secure Network. Et ça va permettre à Edge de se mettre un petit peu en opposition face aux navigateurs qui l'ont déjà, ce VPN intégré, comme Firefox, Brave ou Opera. Alors, c'est un VPN qui est gratuit, mais dans une certaine limite. Vous avez le droit d'échanger 1 giga de data de manière mensuelle. Et pour ça, il faut que vous vous connectiez dans le navigateur à votre compte Microsoft. Jusque-là, rien de trop méchant. Bon, 1 giga de data, je sais pas ce que t'en penses, Richard, mais je trouve qu'on les fait très vite. Quel est pour toi ce genre d'utilisation qui est visé avec un VPN qu'on active uniquement au coup par coup comme ça? Je sais pas, mais quel serait l'intérêt, enfin, quel est l'exemple d'utilité d'un VPN au sein d'un navigateur? Est-ce que tu as un exemple? Peut-être. Alors j'imagine que lorsque tu es sur ton ordinateur d'entreprise, que tu veux utiliser les services de l'entreprise, que tu te connectes par exemple sur le Wi-Fi du restaurant ou du café où tu es, tu vas passer par le VPN, peut-être VPN, alors là celui de Cloudflare, bon après c'est pas forcément le plus intéressant, et pour ne pas risquer que tes données partent par un truc qui pourrait pirater tes données au niveau de l'endroit où tu es connecté. Ouais. Je pense que c'est ça, quoi. Oui. Mais j'avais un autre exemple en tête. Ouais. Mais vas-y. Mais non, généralement, quand on utilise un VPN, c'est souvent pour faire des choses peu avouables.
Ben, tu vois, nous, au niveau professionnel, on a un VPN qui est localisé dans les locaux de l'entreprise, qui nous permet d'accéder à certains services, notamment de sécurisation des données. Et tu as 2 couches, en fait. Tu as une couche sans ce VPN, où je peux accéder de chez moi sans passer par le VPN. Mais si je veux aller travailler sur la partie sécurisée, je suis obligé de passer par le VPN, en fait, pour me connecter au final avec une IP locale du boulot. Non, mais là par contre, le VPN de Cloudflare, je m'en fous parce qu'il va pas m'offrir l'adresse IP locale dont j'ai besoin. J'ai le VPN du boulot pour ça. Ouais. Donc c'est pour ça que je me demande quelle est l'utilité réelle de ce genre de truc. Voilà, c'est... Est-ce que c'est pour échanger certains messages de manière discrète? Parce qu'après 1 giga, tu vas pas faire beaucoup de peer-to-peer. Hein. Ouais. Je pense que c'est ce que tu avais en tête. Oui, absolument, ouais. Donc c'est ça. Après, est-ce que cette possibilité verra une offre payante complémentaire, oui. Ouais, qui soit complémentaire, je sais pas. Mais vraiment, je me demande, moi, quelle peut être la plus-value pour les utilisateurs lambda. Vraiment. Ouais. J'ai aucune idée. Parce que... Ouais, moi, j'ai un VPN pour quand j'ai besoin. J'ai le VPN du boulot. Je sais que je ne l'active pas. Voilà, c'est pour ça. Bon. Voilà. Sinon, oui, donc c'est réservé encore aux Canaries. Oui, il me semble bien. Oui. Donc ce n'est pas pour monsieur et madame tout le monde pour l'instant. Donc ça évoluera peut-être d'ici à la sortie. On continue avec une petite info de statistiques, Richard, je te laisse en parler. Oui, bah c'est Edge qui est devenu plus populaire que Safari et même que de Firefox, si je ne m'abuse, au niveau... Alors pas partout. Pas partout, oui. Donc Edge qui serait utilisé par 10,07%, soit 0,46 de plus que Safari. C'est selon StatCounter. Ouais. Bon, ce qui est certain, c'est qu'il reste du travail à faire pour faire peur à Google, qui lui est toujours dans des pourcentages stratosphériques par rapport à Edge. Mais ouais, je crois qu'ils sont autour de 66-70% de part de marché là, selon StatCounter. Voilà, mais bon, il y a une progression qui est lente mais intéressante et qui fait que ça en devient le second navigateur au niveau mondial le plus employé. Et je crois que côté France, c'est pas exactement le cas. Non, côté France, c'est Chrome qui est premier, suivi de Firefox et de Edge en 3e place. Mais il est par contre en 3e place devant Safari depuis déjà un moment. Mais une chose est sûre, c'est que Edge est vraiment un très bon navigateur, et aussi bien pour une utilisation normale que pour une utilisation pour un développeur, parce qu'on a accès à tous les outils, voire même plus pour les développeurs, quoi. Non, c'est vrai qu'ils ont vraiment fait un outil qui marche très bien, moi je trouve. Ouais. Allez, on continue cette fois-ci et on va vous parler d'accessoires qui sont signés Microsoft. Alors, vous aurez peut-être la possibilité de vous rappeler de la manette adaptative que Microsoft a proposée pour la Xbox. Cette manette sur laquelle on peut changer des boutons, on peut vraiment la faire évoluer en fonction des besoins que l'on a. Donc elle est à destination des personnes en situation de handicap. Et on sait que Microsoft... alors je sais pas si c'est vraiment parce que c'est un sujet qui les intéresse, parce que peut-être ils ont des personnes dans leur entourage proche... sûrement les décideurs, que c'est quelque chose qui les motive, ou si c'est parce que c'est un segment de marché qu'il faut prendre également. Je pense qu'il y a un peu de tout, hein. Je pense que Microsoft a envie de se placer aussi, mais il propose des outils adaptatifs beaucoup plus évolués, beaucoup plus divers maintenant, notamment à travers leur Inclusive Tech Lab. En fait, le Inclusive Tech Lab, c'est la nouvelle entité qui va avoir en charge de développer tout le matériel qui sera proposé aux joueurs en situation de handicap. Et je pense que même ce matériel, on peut l'utiliser dans d'autres situations que le jeu, hein. Voilà. Et donc ce Inclusive Tech Lab, comme je disais, il prend la suite du labo qui avait développé la manette inclusive pour la Xbox. Voilà, et donc en fait c'est une sorte de Fab Lab en quelque sorte qui est ouvert donc à des employés, enfin il y a des employés qui y sont, mais c'est ouvert aux autres employés de Microsoft, aux partenaires, et c'est possible d'y créer des souris adaptatives, donc vous pouvez choisir certaines extensions, en mettre certaines alors sur les côtés, en arrière, il y a plein de choses. Bon, moi j'arrive pas à voir pourquoi c'est faire, mais bon, je pense que dès que vous l'avez dans la main,
hein, on peut imaginer la plus-value que ça apporte. Et il y a plein de petits outils, je pensais les avoir notés, mais vous avez des boutons, des joysticks, des doubles boutons, il y a plein de trucs qui sont disponibles et ça va sortir normalement assez prochainement, d'ici à l'automne si je dis pas de bêtises, avec des tarifs par contre qui ne sont pas encore communiqués. Mais je trouve que c'est vachement bien de proposer tout ça aux personnes qui en ont besoin. De toute façon, pratiquement à toutes les conférences importantes où Satya Nadella intervient, tu remarqueras que dans ses interventions, il y a toujours une partie qui est dédiée au handicap. Donc je pense que c'est une volonté qui vient de très haut de s'intéresser, enfin pas de s'intéresser, de penser et de proposer des solutions au handicap. Ouais, mais c'est bien, mais parce que si tu veux, ayant travaillé dans le monde du handicap aussi, il y a des fois tu entends des trucs, mais tu sens derrière que c'est uniquement du côté marketing, quoi. C'est pour vendre. C'est pour faire pleurer Michu. Ouais, bon après, là je veux dire, ils font pas pleurer dans ce qu'ils proposent, ils proposent des outils qui correspondent. Après c'est aussi, ils savent qu'il y a un segment de marché qui est à prendre, qui n'est occupé par personne, donc eux, ils ont un savoir-faire, ils commencent à avoir un savoir-faire qui est quand même, il me semble assez pertinent, donc ils le proposent. Après ils ont tout à fait raison. Ouais, toi tu vois le mal partout, moi je vois le bien là. Ouais, non, mais peut-être. Après c'est quand même une entreprise qui est là pour faire du chiffre. Hein. Ils voudraient faire du social, on le saurait. Bon allez, je vais arrêter de faire le rabat-joie et on va parler... Enfin non, je vais pas arrêter de faire le rabat-joie. On va parler du rachat d'Activision Blizzard. Et bon, vous avez entendu que Microsoft voulait racheter Activision Blizzard King. Et cette entreprise donc a voté à plus de 98% pour accepter le rachat de leur entreprise par Microsoft. Jusque-là, tout va bien. Mais il y a certains économistes qui indiquent que cette opération pourrait être un échec. Et notamment, c'est à cause de l'action de la FTC, la Haute Autorité de Régulation de la Concurrence américaine, qui pourrait s'opposer à ce rapprochement. Et depuis le changement d'administration, de l'administration Trump à l'administration Biden, il semblerait que la FTC soit un petit peu plus regardante sur les rapprochements un peu excessifs, les conglomérats, ce genre de choses. Alors... je suis pas économiste, j'y connais rien, mais je me dis, bon, pour Microsoft, c'est dommage si après tous ces efforts, le rachat ne se fait pas. Je pense que ça aurait pu être quand même sacrément bien, en tout cas pour tout l'écosystème Xbox. Ouais, je crois qu'il proposait un chiffre qui était monstrueux, hein, bon, pas qui... 70, un peu moins de 70 milliards. Donc, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Non, bon... si la bourse dit, si un certain nombre d'investisseurs disent que ça va pas marcher, bon, je sais pas d'où ils tiennent ce type d'informations. Bon, on verra bien. Hein, c'est peut-être l'occasion d'acheter des actions Blizzard en ce moment. Comme ça, on les aura 24% moins cher que quand elles seront achetées définitivement, quoi. Oui, il y avait cette histoire de 24% en dessous du prix d'achat, ouais, c'est ça. Ouais, bon après... Il y a peut-être un truc à se faire. Oui, il y a peut-être un truc à se faire pour ceux qui jouent là-dessus. Bon, allez, moi je te propose de jouer tout court cette fois-ci. T'es d'accord ? Pas de problème. Allez, alors cette fois-ci, vous savez que le Xbox Game Pass, le Xbox Game Pass a vu arriver les abonnements Uplay, les abonnements EA Play, et j'en oublie un autre. Bref, là cette fois-ci, on apprend que Ubisoft pourrait devenir un partenaire Game Pass. Enfin non, qu'il va le devenir. Hein. Alors pas avec tous ces jeux, mais on sait que Assassin's Creed Origins est prévu. Je crois que d'ici 1 ou 2 mois. Et ainsi que le jeu For Honor qui vont arriver, qui vont être inclus dans le Game Pass. Bon, c'est pas les derniers jeux de chez Ubisoft, mais c'est quand même des nouveautés assez sympas. Bon, après, on sait que Ubisoft est quand même connu pour être partenaire de nombreux jeux. Hein. Ils le sont chez Nintendo, chez Stadia, ils l'ont été, sur Amazon Luna, c'est le cas aussi. Voilà, et puis ils avaient déjà proposé The Division en 2019, là, sur le Game Pass. Donc c'est des choses plutôt sympas. Je sais pas toi si tu joues. Non, tu joues sur Steam, donc tu joues pas au jeu Ubisoft. Si, j'ai joué à Assassin's Creed et j'avais trouvé ça vraiment très sympa. Enfin, on peut se balader et voir des choses. Enfin, trouver ça très sympa. Mon fils est un fanat, lui, il l'a fait à 100%.
D'accord. Maintenant, c'est vraiment jeu par jeu qui proposerait à l'intérieur du Game Pass, ou c'est un accord plus général comme. Ben j'ai pas eu d'informations plus précises dans les articles que j'ai pu consulter. Donc pour l'instant, voilà, c'est Assassin's Creed Origins et For Honor qui arrivent. Bon, tu te dis s'il y a 3 jeux, dont quand même, dont 3 hits, hein, même si certains sont un petit peu vieux. The Division, le premier du nom, il commence à être un petit peu âgé, mais bon, même s'il est toujours sympa. Pour l'instant, c'est ça. Donc ça sera inclus directement, les jeux seront accessibles directement depuis le store Microsoft pour tout ce qui est console. Par contre, et pour le cloud. Et sur PC, par contre, il faudra passer par le launcher Ubisoft Connect. Donc, qui est connu pour les joueurs qui ont déjà un compte Ubi. Ouais, d'accord. Bah, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, c'est vrai, moi j'aurais bien aimé que le Game Pass ait les jeux Ubisoft dedans. Ça aurait été quand même une sacrée plus-value, quoi. Voilà. Mais bon, ils peuvent pas tout avoir. Hein. Ils peuvent pas le racheter non plus. Donc Non, là, s'ils commencent à racheter Ubisoft en plus d'Activision, ça va pas le faire. Enfin, je suis pas sûr que les autorités de la concurrence laissent faire. Bon, alors pour continuer, moi je te propose de te parler de Xbox Everywhere. Je sais pas si tu en as entendu parler. Vaguement. D'accord. Alors, Xbox Everywhere, ça serait une manière pour Microsoft de prendre encore plus d'avance par rapport à certains de leurs concurrents, pour nous permettre, joueurs, de jouer sur tous nos jeux, de jouer à tous nos jeux sur toutes nos machines où que nous soyons. Alors, c'est évidemment le développement du Game Pass, mais pas seulement. Hein. Et tu sais, on en avait parlé il y a quelques temps, il y a l'arrivée de jeux gratuits, des free-to-play tels que le Fortnite, qui eux ne passent pas par le Game Pass. Donc l'idée, ça serait d'acheter un jeu une fois sur le Microsoft Store pour ensuite y accéder partout et jouer n'importe où, n'importe quand. Déjà, il y a plus de 150 jeux qui sont utilisables uniquement grâce aux commandes tactiles sur mobile. Et il y a plein d'autres jeux qui devraient arriver. Je crois qu'ils comptaient arriver à 250 jeux assez rapidement là. Donc ça donne la possibilité de pouvoir jouer sur son téléphone sans devoir trimballer sa manette avec soi. Voilà, donc c'est quand même bien sympathique, surtout quand on apprend en plus qu'à côté, Microsoft continue à ouvrir son service xCloud à de plus en plus de pays pour répondre aux demandes des joueurs. Alors là, actuellement, je ne sais plus si on est à 24 ou 27 pays, ce qui n'est pas énorme, mais ils ont quand même déjà visé en priorité les marchés les plus importants. Mais alors, moi, j'ai du mal à retenir tout là, parce que donc il y a le Game Pass, il y a le... Il y a le Game Pass Ultimate, le Game Pass PC. Le Game Pass PC, et donc il va y avoir le Xbox Everywhere. Donc, tout ça fait... je sais pas, mais ça commence à devenir compliqué, quoi. C'est sûr, il va falloir que Microsoft propose peut-être des solutions plus lisibles au niveau de ses forfaits de jeu. Ouais. Ouais, je te propose de continuer cette fois-ci, c'est quelque chose qui va te plaire, je suis sûr. Je te laisse en parler. Mais... Oui, c'est Microsoft qui a déposé un brevet, donc c'est juste un brevet, donc il y a rien de concret pour l'instant, de définitif, oui, qui va permettre de attends, pouf, je crois pas qu'on parle de la même chose là. Ah, je ne sais pas. Mais si, parce que vu l'image du brevet, c'était la même. Hein. Non, moi c'était de pouvoir, à partir de son jeu Xbox que tu avais sur un disque, tu pouvais envoyer ta licence sur les serveurs et pouvoir l'utiliser sur une autre Xbox qui n'avait pas de disque, qui n'avait pas de lecteur de disque. Sur les versions all digital. Ouais, mais c'est ça. Ah bon, d'accord. Ouais. Bon, on recommence alors. Ouais, allez. Oui, donc on apprend que Microsoft a déposé un brevet qui propose une manière de faire associer un disque physique avec un compte Microsoft. Ce serait principalement destiné aux utilisateurs de consoles qui sont en full dématérialisés, donc les consoles où il n'y a pas de lecteur de disque. Et donc, il sera ainsi possible de faire reconnaître que l'on possède un disque, un jeu, ce qui activerait la licence sur les serveurs de Microsoft, et donc il serait possible de jouer à ce jeu possédé uniquement sur disque.
Donc ça permettrait de ceux qui avaient énormément de jeux sur disque qu'ils avaient achetés depuis des années, de pouvoir les utiliser sur leur nouvelle console et qui n'ont pas de disque. Alors attention, pour le moment, rien n'est fait, c'est vraiment un brevet qui a été déposé. Microsoft avait déjà proposé à la sortie des Xbox One All Digital un système qui échangeait le disque contre la licence numérique. Ça avait fait un tollé, notamment à cause de la revente, qui se trouvait impossible pour tous les joueurs. Oui, effectivement. Donc à voir comment ça évolue et comment l'information est acceptée ou non par les joueurs. Moi, je trouve que c'est plutôt bien quand même, parce que ça te permet quand même de faire passer, de relier à ton compte toute une série de jeux que tu avais en galette. Oui, je vois pas en quoi ça pourrait être négatif, quoi. Et dernier sujet, Richard, c'est Microsoft qui laisse entendre qu'il travaille sur une clé HDMI. Et oui, PC, console, smartphone, xCloud est déjà présent sur tous ces appareils. Il ne manquait plus que la télé de manière native, pas la télé à travers votre console. Et donc c'est quelque chose qui devrait arriver d'ici une douzaine de mois. C'est le site VentureBeat qui relève cette information. Voilà, donc vous pourriez rajouter une clé HDMI. Alors est-ce que ça aura la forme d'un Google... Ah, comment il s'appelle le truc de chez Google là, le Chromecast? Est-ce que ça sera une clé droite comme le Miracast que vendait Microsoft déjà? On ne sait pas. Mais ça devrait arriver d'ici 12 mois. Et on apprend que certaines télés pourraient posséder de manière native cet adaptateur sans fil pour pouvoir jouer aux jeux xCloud, et notamment les télés Samsung, comme c'est étonnant, n'est-ce pas? Oui, ce serait génial, quoi. T'imagines, tu mets cette clé, que j'imagine qu'il serait à moins de 100 €. Tu te mets franchement, si c'est juste une clé, tu peux imaginer à 50 balles peut-être. Oui, enfin bon, je suis prudent, quoi, dans le bruit. Oui, c'est vrai, tu as raison. Et tu prends une manette Xbox que tu as achetée, et puis hop, comme tu as le Game Pass, tu peux accéder à tous tes jeux sans avoir de console de toute façon qui est introuvable. Hein, c'est toujours mon problème. Oui, c'est vrai. Donc tu n'as pas besoin de console. Alors bon. Voilà, c'est parce que techniquement parlant, je pense pas que ce soit très compliqué à mettre en œuvre. S'ils disent qu'ils mettent encore 12 mois, parce que c'est quelque chose qui traînait un petit peu il y a un an, je crois qu'il y avait eu une news à ce niveau-là. Ouais, ça fait un moment qu'on en entend parler de voilà. ça. Je pense que déjà, à l'époque de la sortie de la Xbox One S et de la Xbox One X, on avait parlé d'une machine totalement, juste d'un truc qui serait qui se brancherait sur la télé pour faire juste un système de box. Ouais. Donc c'est pas tout jeune. Ouais, et puis bon, là maintenant xCloud, on voit que ça fonctionne bien. Donc techniquement parlant, je pense pas que ce soit un gros challenge. Donc je pense que c'est plus un problème marketing, stratégique, qui leur prend du temps à réfléchir à ce qu'il faut faire, quoi. Je comprends. Bon, eh bien, je crois, Richard, qu'on a fait le tour. J'ai rien oublié, hein. Je t'ai pas grillé de news. Non, je crois qu'on arrive à conclusion. Bon, eh bien si on arrive à la conclusion, Richard, je vais dire que nos auditeurs peuvent te retrouver pour communiquer avec toi s'ils le souhaitent sur Twitter. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils tapent sur Twitter pour te trouver? C'est C2I Clark. Ok. Moi, pour me retrouver, c'est facile, c'est @irslo, IRSLO. Et si vous voulez parler du podcast en général, c'est @lifestyle podcast. Vous pouvez nous écouter bien sûr, comme vous le faites déjà, sur le site de Lifestyle, dans votre lecteur de podcast préféré, que ce soit sur Android, sur iOS ou sur Windows, non pas sur les Windows Phone, enfin si, ceux qui en ont encore. Et on est sur toutes les plateformes aussi, Amazon Music, Spotify, Deezer, si vous en avez envie. Voilà, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ou à nous donner des infos. Richard, merci d'avoir été là ce soir. Merci à toi. On se donne rendez-vous normalement dans 15 jours pour faire le point sur les actus Microsoft, ça marche? Eh ben on sera en plein dans la build. Allez, en plein dans la build. Salut tout le monde, ciao. Ciao.